Aujourd'hui, on va parler laine, on va parler rangement et on va surtout parler du constat de tout compte fait, j'ai plus de laine que je ne le pensais. Ah, mais il y a des plots que j'avais oubliés. Et puis de comment ranger ce stock qui est plus conséquent qu'on ne le pensait. Bonjour à tous, bonjour à toutes, ici c'est Christelle Yule, Christelle Elka, designer tricot, et ceci n'est pas un podcast. Aujourd'hui, ce ne sera pas un podcast, aujourd'hui on va parler rangement. Rangement de laine. Comment, où, quelle méthode utiliser et quel type de personnalité on est. Vous êtes tous, qui me regardez, des tricoteurs et des crocheteurs et des brodeurs ou des peintres ou tout ce que vous voulez. On est confronté quand même à un problème majeur qui est que quand on est dans l'art créatif, entre le moment où on commence cet art créatif et le moment où on se sent submergé, il n'y a pas beaucoup de temps qui se passe. Et à un moment donné, il faut se rendre compte à l'évidence qu'il faut trouver un système de rangement. Parce que sinon, on se sent débordé, on en retrouve partout dans la maison, on en retrouve partout, en dessous du lit, derrière le canapé, planqué au-dessus, dans une armoire, etc. Et pour finir, on valorise pas ce qu'on a en matériel, et ça devient un peu problématique. Donc, j'ai pour ce faire regardé pas mal de vidéos sur la façon de stocker des personnes qui présentaient ces vidéos, ce qu'elles proposaient comme système, et j'ai identifié certaines personnalités. Je suis tombée sur une vidéo que je vous mets ici en dessous d'une crocheteuse qui a pas mal de vidéos en anglais, malheureusement ce n'est pas en français, et elle a relevé un certain type de personnalité, et je trouve que ça se raccordait très très bien, c'est tout à fait, elle a mis des mots sur les personnalités, alors je ne sais pas où elle a trouvé son information, mais c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans, je crois que j'ai regardé une quinzaine de vidéos sur le rangement et la façon dont les gens rangeaient leur stock. Identifier la personnalité dont on fait partie nous permettra de pouvoir adapter notre façon de ranger. Alors, il faut savoir que ça reste très... C'est absolument pas figé dans le marbre, ni c'est scientifique ce que je dis, c'est vous allez vous retrouver ou pas dans cette façon de stocker votre laine en fait. Donc elle a identifié des personnes en fonction de leur type de façon d'acheter la laine, le fil, et ça peut être la même chose pour la peinture, parce que je me doute que ça peut être la même chose pour la peinture, ça peut être la même chose pour le tissu, ça peut être la même chose, je sais, parce que moi j'ai acheté du tissu et j'ai eu le même comportement que je n'ai maintenant avec la laine. Donc ça vous permet de vous dire, eh bien ça, ce système de stockage va me convenir et ce système-là ne va pas me convenir. Donc ça vous permettra de vous dire, en vous classant dans cette catégorie-là, de vous dire, ah ben voilà, moi je suis plutôt comme ça, donc ça va plutôt me convenir. J'avais fait une vidéo sur quel créatif êtes-vous. On est un peu dans le même processus, on est tous avec une personnalité différente et une façon de stocker différemment, d'acheter différemment. Ni l'un ni l'autre ne sont bien ou mal, c'est juste notre façon de processer et de faire des achats qui est différente d'autres. Donc c'est une façon de voir, c'est pas parce que vous achetez peu de laine que vous êtes quelqu'un de génial, comme c'est pas parce que vous achetez énormément de laine que vous êtes quelqu'un qui claque de l'argent par les fenêtres et vous ne valez pas la peine. C'est pas comme ça que moi je veux partir, c'est vraiment identifier quel type de personnalité vous êtes et vous aider à pouvoir ranger votre stock et vous donner des pistes. Alors quelles sont ces personnalités? On a d'abord le planificateur, ensuite le minimaliste, ensuite l'écureuil, ensuite le collectionneur et puis l'éclectique. Donc, dans cette vidéo, elle a relevé 5 personnalités et je trouve que ça colle vraiment bien à la réalité de tout ce que j'ai entendu et du milieu dans lequel je baigne et de la façon dont les gens achètent. On est vraiment, et puis sur le groupe Discord, dans les échanges, on est vraiment dans ce genre de personnalité. Donc, je vais vous les définir et vous allez déjà vous dire « Ah, mais moi je me retrouve plutôt là-dedans » que dans une autre. Tout d'abord, qu'est-ce que le planificateur? Le planificateur, c'est quelqu'un qui a un projet et qui va acheter la laine pour ce projet et qui n'achète rien d'autre, qui sait pertinemment bien quand il y a des soldes, qui va acheter pendant les soldes, qui sait que quand il va à tel voyage, il va savoir qu'il va trouver dans tel magasin, sur tel trajet, dans tel pays, il va trouver tel type de laine, il va acheter cette laine-là avec laquelle il va lier un projet.
C'est le genre de gens qui ont vraiment planifié tout sur l'année en disant « moi je vais faire ça, 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 ça et ça, j'ai besoin de ça, 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 ça et ça ». C'est des gens que je rencontre parfois en salon, ils ont toute leur liste et ils disent « moi je veux faire ça » et ils s'y tiennent. Et à la limite, ils n'ont pas besoin de rangement parce qu'ils savent pertinemment bien qu'ils impriment leur patron, ils impriment leur laine, ils rangent, ils stockent. Et ils savent pertinemment bien que voilà, c'est du... Ils se font des kits tout seuls en fait, et ils disent, ben, à la limite, je vais tricoter ça maintenant, je vais tricoter ça maintenant, au mois de juillet, je vais faire les cadeaux de Noël, et voilà. En fait, ce sont vraiment des gens qui fonctionnent très fortement en mode projet, donc c'est un peu dans les product knitters, si vous voulez, et savent pertinemment bien que ils n'auront jamais trop, ils auront pile poil ce qu'il faut, ils vont savoir ils vont pas tomber à court d'une laine et se retrouver qu'ils n'auront pas le bon bain parce qu'ils n'auront pas prévu assez, ce genre de choses. Ils savent pertinemment bien qu'il y a telle vente à tel moment, donc c'est vraiment des gens qui tracent la route, s'organisent très fortement, et à la limite, eux, ils n'ont pas besoin de ma vidéo pour pouvoir avancer, pour pouvoir se dire comment est-ce que je vais ranger ma laine. Ensuite, on a ce qu'on appelle le minimaliste. Le minimaliste, c'est celui qui achète le minimum syndical. C'est pas pour autant qu'il a des projets associés à cette laine-là, mais il va acheter très peu de laine. Donc, il a très peu de stock, et souvent, c'est des projets associés à ce stock, sans nécessairement être figés. Donc, c'est quelqu'un qui va peut-être acheter 5 écheveaux de Dickie, et va dire, moi je veux faire un pull tel, mais puis il va changer en cours de route, mais de toute façon il va utiliser. Donc il y a vraiment très peu de laine, le minimaliste. À l'opposé, on a l'écureuil, le maximaliste, celui qui achète plein de laine. Il n'a pas besoin de raison pour pouvoir acheter de la laine. C'est quelqu'un qui peut se retrouver en sablé. J'ai fait une vidéo sur les termes sable, c'est stash. C'est le stash au-dessus de l'expérience de vie, donc qui va se retrouver, qui va acheter. Il va acheter quand c'est en promotion, il va acheter quand c'est en salon, il va acheter parce qu'il a un projet, il va acheter parce qu'il va acheter, il va acheter parce qu'il aime bien la couleur, il va acheter pour plein de raisons. C'est des gens qui vont récupérer de la laine dans des par exemple, lorsqu'il y a une grand-mère qui décède et elle récupère la laine. Et donc, ce sont des gens qui ont un stock mais monstrueux, énorme. J'ai déjà vu des photos sur Ravelry de gens où c'est carrément leur sous-sol qui est rempli de laine. Et ben voilà, ça ce sont les maximalistes. À côté de ça, on a ce qu'on appelle les collectionneurs. Alors les collectionneurs, ce sont plutôt les gens qui peuvent avoir peu ou beaucoup de laine, mais qui vont sélectionner des laines en fonction de certains critères. Ils vont sélectionner des laines parce qu'ils aiment par exemple une telle teinturière et ils attendent les ventes spécifiques. Ou ils vont acheter des laines parce que ce sont des laines qui sont en production vraiment limitées. Par exemple, moi, quand j'ai fait ma collection R de Pérégrine, ben, ce sont des couleurs qui ne vont pas se représenter. Donc, c'est des gens qui vont dire, cette couleur-là, je la veux, cette laine-là, dans cette couleur-là, je la veux, je l'achète, même s'il n'y a pas de projet lié à ça. Donc, ce sont les collectionneurs. Il y a des collectors où, parce qu'ils savent qu'une boutique va fermer et que les teinturières font leur dernière couleur, eh bien, ils vont collectionner les laines. Ils peuvent racheter en solde des laines collector. Ce sont vraiment des gens qui font très attention ou qui vont acheter par exemple qu'une seule marque de laine parce qu'ils savent qu'ils aiment telle marque de laine, telle fibre avec telle couleur et ils vont choisir par exemple toutes les couleurs. Donc ça c'est le collectionneur. Et puis vous avez l'éclectique. L'éclectique qui se retrouve un peu chez le collectionneur et un peu chez le minimaliste, ou alors plutôt vraiment vers le maximaliste, mais il planifie parfois. Donc de temps en temps, il a de la laine où il planifie, de temps en temps, il achète parce qu'il constate que telle teinturière va fermer et il va acheter de la laine, ou alors telle teinturière fait une vente exceptionnelle avec des couleurs exceptionnelles ou une base particulière, il va acheter. Ou il va en voyage et il se dit « Ah, mais là, je sais que je vais avoir telle laine que je ne trouve pas sur le marché européen, je vais l'acheter. » Voilà, ça, c'est un peu l'éclectique. Donc, voilà les personnalités types des personnes qui stockent et certaines façons de fonctionner, certaines façons de ranger son stock collent à certaines personnalités et ne vont pas coller à d'autres personnalités. Comment ranger votre stock ? Tout d'abord, où ranger votre stock? Dans quel contenant ranger votre stock?
Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que je fais comme la façon dont moi je stocke et ce qui me convient. Mais il existe plusieurs façons de ranger son stock. La plus esthétique, la plus jolie, et qui ne convient pas à tout le monde évidemment, c'est la façon de ranger son stock comme dans un magasin de laine. Donc vous avez une armoire type Kallax, pour ne pas faire de pub au géant suédois, où vous allez stocker votre laine et vous allez la mettre à vue de tout le monde. Il y en a qui adorent avoir leur laine à leur vue, ça fait un joli mur de laine. Ou si vous n'avez pas énormément de laine, ce que vous pouvez faire, ce qui existe, ce sont des plaques que vous allez mettre au mur sur lesquelles vous mettez des crochets. Il y a des gens qui font des murs de laine avec plusieurs couleurs de laine. Alors, en mettant en cake et non pas en écheveau. Maintenant, vous pouvez tout à fait pendre comme sur des écheveaux, prendre des crochets, ou dans une armoire, dans le style magasin de laine. Ça convient aux personnes qui ont beaucoup de laine ou aux collectionneurs. Donc, ça ne va pas à l'éclectique forcément, parce que l'éclectique, en fait, il se retrouve tellement dans tout que forcément, vous allez vous retrouver, ou vous vous retrouvez un peu là-dedans, vous avez peut-être beaucoup de laine. Donc l'éclectique, le collectionneur et le maximaliste, enfin, pas le maximaliste, l'écureuil, c'est comme ça qu'elle dit en anglais, en fait, maximaliste, peut se retrouver dans cette façon de stocker la laine. Donc elle va classer sa laine, vous allez avoir des murs de laine. Ne vont pas s'y retrouver le planificateur, sauf s'il achetait énormément, et il stocke et il montre ses laines par projet. Et chez le minimaliste, ça n'a pas énormément de sens, parce que on bascule très vite du côté écureuil. Hein. On a rarement plus de 1 ou 2 projets, on a beaucoup plus que 1 ou 2 projets. Si vous voulez, quand on a 5 écheveaux, ça n'a pas beaucoup de sens de faire un mur de laine. Donc ça ne convient pas vraiment aux minimalistes de faire ce genre de rangement. Donc c'est où ranger cette laine, donc dans les armoires. Vous avez aussi les sacs sous vide. Les sacs sous vide, vous les trouvez sur Amazon par exemple, ça vous permet de stocker beaucoup et sous vide. Personnellement, je n'apprécie pas cette méthode-là, j'ai essayé, mais je trouve que ça abîme la laine. Donc je n'aime pas stocker sous vide. Je mets mes prototypes sous vide, ceux dont je ne me sers plus, et des laines que, par exemple, les lainages qu'on utilise en hiver et que je vais stocker pour l'hiver, pour l'été plutôt, je les mets sous vide, dans un stock sous vide, pour pouvoir glisser ça en dessous d'un lit, pour que ça prenne moins de place, et puis que ce soit à l'abri des mythes. N'oubliez pas les mythes, j'en ai parlé, la vidéo sur les mythes, j'en parlerai après dans la vidéo qui suit, enfin dans la partie qui suit. C'est un bon moyen. Maintenant, je trouve que ça altère légèrement quand même la laine, c'est pas ce que je préfère. Maintenant, vous avez les paniers à laine. Quand vous n'avez pas énormément de paniers, donc le sous-vide, ça peut fonctionner pour tout le monde en fait, parce que vous avez des petits contenants, des grands contenants, donc en fonction de votre stock, vous pouvez tout à fait envisager de mettre sous-vide. Maintenant, quand vous vous retrouvez avec une cave entière, avec un sous-sol entier de laine, mettre sous-vide, c'est une autre histoire. Mais quand on parle de stock écureuil raisonnable, hein, on n'est plus dans les 300-500 kg de laine, on est plutôt dans les 50 kg, comme moi par exemple, eh bien ça, vous pouvez tout à fait l'envisager. Maintenant, quand vous êtes un minimaliste, vous pouvez tout à fait envisager des petits sacs, parce que les sacs sous vide, c'est en petit format aussi, et vous pouvez tout à fait dire, ben voilà, moi le peu de laine que j'ai, si raison il y a, parce que si vous êtes un tricoteur qui prend son temps, vous achetez peut-être pour 1 ou 2 projets, et ce 1 ou 2 projets va vous durer 6 mois, vous pouvez tout à fait envisager de ça et le mettre sous vide. Et quand on est un planificateur, on peut tout à fait dire, ben, je vais stocker sous vide pour X projets. Mais moi je vous rappelle, sous vide, j'aime pas, parce que je trouve que ça abîme la laine. Ce que vous pouvez faire d'autre aussi, c'est stocker dans des paniers à laine. Quand on est un minimaliste, quand on est un planificateur, ça peut tout à fait convenir. On prend un panier ou un sac à projet ou par projet, tout simplement, ou par exemple, vous achetez 10 plots de Istex, vous avez 10 plots d'Istex dans un petit panier ou dans un sac à projet. Ça, c'est tout à fait le genre de choses que vous pouvez utiliser, c'est des sacs à projet. Il en existe plein, il y en a des super jolis qui sont faits par des teinturières, il y en a en cuir, il y en a en tissu, il y en a dans des textiles un peu plus techniques, vous en avez avec des fermetures éclairs, vous en avez sans fermeture éclair, vous avez des coulisses, enfin, ça c'est un marché énorme, les sacs à projet, moi j'en ai plein, des sacs à projet à la maison, parce que moi j'essaye de classer mes projets en cours dedans, alors j'en ai plein, dont plein où il y a plus de plots que de projets,
parce que j'essaye de me limiter en nombre de projets, mais j'ai au moins un sac à projet rien que pour les chaussettes, et c'est quelque chose que je tiens à la main. Et j'ai un sac à projet, un plus petit quand je fais des plus petites pièces, et puis j'ai un grand sac à projet pour les pulls. Donc, et le reste, j'y retrouve différentes choses, j'y stocke un projet que je vais faire, par exemple, dans X mois, bon, voilà. Donc, j'ai beaucoup de sacs à projet qui ne me servent pas nécessairement, mais j'en ai surtout 3 dont je me sers majoritairement, voire 4, ça dépend un peu du nombre de projets que j'ai en cours. Mais voilà, donc quand vous êtes un minimaliste, vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser un sac à projet pour stocker votre laine. Quand vous êtes un planificateur, vous pouvez tout à fait envisager d'utiliser un sac à projet pour stocker votre stock de projets. Vous avez 10 projets par exemple et vous avez 10 sacs à projet. 10 fois 3 écheveaux, tous bien classés dans un sac. Ainsi, vous savez où vous y retrouvez. Ça, c'est une manière de pouvoir stocker de la laine aussi. Quand vous êtes collectionneur, vous pouvez tout à fait envisager ça, mais voilà, pas nécessairement. Et puis, vous avez les caisses en plastique. Alors ça, c'est ma méthode préférée. Je détaille dans la vidéo qui suit, enfin dans la partie qui suit, pourquoi je choisis les caisses en plastique rigide. Je stocke ma laine professionnelle, donc mon stock professionnel est dans des plaques, dans des boîtes rigides, alors des grandes boîtes rigides de 75 à 100 litres pour le professionnel et de 35 à 50 litres pour le stock personnel et pour mon petit matériel. Parce que 1, c'est facile à transporter, 2, c'est rigide, on peut les empiler, et 3, ça protège vraiment, vraiment, vraiment de la poussière, des poils d'animaux, de plein de choses. Et je le détaille après dans la vidéo qui suit quand je vous montre comment je stocke ma laine. Les boîtes en plastique, alors c'est pas joli, c'est clair que ce n'est pas joli, mais ça vous permet de pouvoir stocker votre laine à un autre endroit que là où vous vous trouvez. Ça vous permet d'être tranquille et de stocker ça. Il faut régulièrement, hein, je le répète, régulièrement retourner votre stock parce que si vous oubliez votre stock pendant 2 ans, il va être mité, votre stock, ça c'est certain. Donc il faut vraiment donner un coup de neuf à votre stock régulièrement, aller voir, trifouiller, moi je fais ça tout le temps, hein, de toute façon. Mais il ne faut pas oublier de la laine dans un coin parce que, voilà, hein, poussière, sombre, humidité, tout ce qui convient pas, quoi. J'ai fait la vidéo sur les mythes, vous verrez pourquoi je dis qu'il faut vraiment retourner son stock régulièrement, inspecter son stock régulièrement. Donc ça, c'est comment pouvoir classer votre stock. Dans quoi classer votre stock? Et maintenant, comment classer votre stock? Il y a différentes façons de classer votre stock. Je vais partir du moins logique, enfin du moins fréquent au plus fréquent. On peut classer par couleur. Alors ça, c'est vraiment valable pour les personnes qui ont une façon de faire. Il y a des personnes qui tournent beaucoup avec 2-3 couleurs, brun, beige et très peu de couleurs. Donc elles ont de quoi pouvoir classer. Et là, c'est très joli le cas du je stocke dans une armoire Kallax où je fais un mur de couleurs. C'est très esthétique parce que vous allez avoir des murs avec des variations de couleurs pas trop rapides et ça va être très très sympa, très joli. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui sont vraiment toujours dans une palette de couleurs qui est relativement proche de ce qu'elles portent régulièrement et vous partez, ben, voilà, c'est pas un stock éclectique, une quantité de couleurs éclectique. Si vous aimez le beige, le marron, avec une petite touche de couleur par exemple, eh bien vous pouvez tout à fait envisager de stocker ça soit sur un mur, soit dans une armoire. Maintenant, vous pouvez stocker ça et dire, moi, je mets ça dans une boîte plastique. Hein. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais ça fonctionne très bien par couleur pour les gens qui ont un stock très, très important, mais pas trop important quand même, et qui sont vraiment toujours dans les mêmes couleurs. Et donc, c'est vraiment pas si fréquent que ça. On n'est pas un magasin de laine, sauf si vous avez de quoi pouvoir faire un magasin de laine. Par exemple, le collectionneur qui adore une marque de laine, il y a quasiment la quantité de couleurs, le catalogue de couleurs que propose cette teinturière ou ce magasin de laine, Rowan par exemple, eh bien, il peut se faire son mur de laine Rowan dans toutes les couleurs, par exemple, ou par exemple Drops dans toutes les qualités, toutes les couleurs. C'est tout à fait envisageable, c'est très joli et c'est très esthétique. C'est pas vraiment moi, ma façon de faire. Vous verrez après ce que je fais. Une autre façon de faire, c'est par marque de laine. Donc c'est quand les personnes, par exemple, sont fidèles à une marque et achètent majoritairement cette marque de laine. Donc vous pouvez tout à fait classer
pas qu'une marque de laine, mais ils ont 4-5 marques différentes. Vous pouvez tout à fait dire, ben moi, dans cette boîte-là, je mets de la Drops, dans cette boîte-là, je mets de la teinturière, dans cette boîte-là, je mets de la Lange, et dans cette boîte-là, je mets de la Screpius. Et ça fonctionne très bien. Maintenant, il faut savoir que vous allez faire tel projet en tel fil. Ça peut fonctionner très bien pour les personnes qui sont les collectionneurs, par exemple, ou pour les personnes qui sont des planificateurs. Donc il sait pertinemment bien que c'est les Drops, par exemple, parce qu'il a acheté 10 plots de Sky, il va les mettre là parce qu'ils veulent faire un gilet, il sait que c'est dans la boîte Drops. Donc ça fonctionne très bien pour ce genre de gens. Moins pour les autres. Le genre de... je classe par marque de laine, ça fonctionne pour les personnes qui produisent énormément de petits objets. Je pense particulièrement aux crocheteuses qui font des amigurumi. Eh bien, elles vont classer ou par couleur, ou par marque de laine, par marque de fil. Je dis laine, mais c'est fil. Parce qu'elles vont fonctionner, elles ont besoin de, par exemple, de katona. Elles savent que c'est dans telle boîte, la katona. Ou elles ont besoin de brun, de bleu, de vert. Elles savent que le brun est là, le bleu est là et le vert est là. Donc, par exemple, les personnes qui font énormément d'amigurumi et qui vendent ces amigurumi-là, eh bien, elles peuvent classer en fonction de la marque et en fonction des couleurs. Une autre façon de faire, c'est classifier en fonction des projets. Et ça fonctionne très bien pour les planificateurs. Pour les personnes qui sont minimalistes aussi, c'est de dire, moi, je classe par projet. Par exemple, j'ai le projet de faire tel pull, cette laine-là, ça va être pour un pull. Cette laine-là, ça va être pour des chaussettes. Cette laine-là, ça va être pour des châles. Cette laine-là, ça va être pour un bonnet, des mitaines ou ce genre de choses. Donc, classer par projet, ça a aussi un sens. Parce que on va dire dans les pulls, vous allez mettre, vous pouvez y retrouver de la fingering comme de la worsted, mais vous savez pertinemment bien que vous avez toute votre quantité de pulls qui se retrouvent dans ce stock-là. Ça fonctionne un peu pour tout le monde, en fait. Parce qu'en classant par projet, eh bien, vous pouvez vous dire, là, je sais, par exemple, je veux faire tel pull. Vous allez sur Ravelry, vous voyez, vous avez tel pull qui vous plaît. Vous avez besoin d'une quantité pull. Vous savez que, par exemple, dans la caisse quantité pull, vous avez le nombre de quantités pull qu'il vous faut pour vous faire un pull. Vous avez, vous avez 10 plots de, vous avez 7 plots de, 8 écheveaux de, et donc vous savez que vous avez vos quantités pull qui se trouvent dans cette caisse-là. Comme si vous voulez faire un châle, eh bien, vous n'avez pas besoin d'attaquer votre stock pull parce que vous n'aurez pas à casser ce qu'on appelle une sweater quantity en anglais, donc une quantité pull. Vous pouvez tout à fait aller dans votre boîte de châle où vous avez dit, moi j'ai 3 écheveaux comme ça, j'ai 2 écheveaux comme ça, ou tous les écheveaux isolés et coordonnés peuvent s'y retrouver. Donc ça, c'est une façon de faire aussi, c'est de classer par projet. Ça fonctionne très bien pour le collectionneur, ça fonctionne très bien pour l'éclectique, ça fonctionne très bien pour le maximaliste. Le minimaliste un peu moins parce qu'il n'y a pas de sens de classer par pull alors que vous allez faire 3 pulls sur l'année. Et pour le planificateur. Donc ça fonctionne très bien. Une autre façon de classer les laines, c'est en fonction des fibres. Donc, vous achetez de la laine et vous aimez beaucoup les fibres animales, par exemple, eh bien, vous pouvez tout à fait dire, moi, dans une boîte, je vais mettre que la laine de mouton, que l'alpaga, que le cachemire, que la soie, que les fibres végétales. Et donc ainsi, en fonction de la saison, en fonction du type de projet que vous avez envie de faire, vous pouvez dire, moi je veux de la laine, et donc je vais prendre de la laine de mouton. Dans cette caisse-là, j'y retrouverai tout ce que j'ai en stock de laine de mouton. Je sais que ça conviendra, la fluidité qu'apporte la fibre de mouton et la texture qu'apporte la fibre de mouton conviendra au projet X que je suis en train de faire. Donc ça, c'est aussi une façon de classer, de se dire, voilà, moi j'ai envie de fonctionner par qualité. Aujourd'hui, j'ai envie de me faire un châle très doux, très doudou de cou. Eh bien, ce sera dans la caisse où je stocke mon mohair. Ça fonctionne bien pour, non pas pour le planificateur, mais ça peut fonctionner pour le minimaliste, pour le maximaliste, pour le collectionneur, parce que les collectionneurs, ils aiment bien les fibres un peu particulières, et pour l'éclectique. Donc ça, c'est une façon de voir un peu la façon de faire son stock. Et en dernier, la façon la plus classique de stocker son fil, c'est de stocker en fonction de l'épaisseur. J'en ai parlé dans une vidéo sur la laine. On classe la laine en fonction des aiguilles en Europe, mais aussi on classe la laine en fonction de l'épaisseur. Et aux États-Unis, en Angleterre, alors c'est un peu variable en fonction des pays anglophones, on classe selon dentelle, fingering, laine à layette,
sport, c'est entre la laine, c'est de la laine qui se tricote en 3,5 on va dire, 3, non, 4 plutôt, la Decay, qui est la laine plutôt pull 4, 4,5, la worsted, qui est de la laine qui fait du 5 mm, et puis les laines beaucoup plus épaisses qui sont bulky, super bulky, chunky, etc. Donc vous pouvez tout à fait envisager de classer vos laines par poids. Alors ça fonctionne très bien pour les personnes qui ont un gros stock, parce qu'on a beaucoup de laine. Mais pas nécessairement toujours chez tout le monde, parce que vous pouvez tout à fait avoir un gros stock et avoir une grosse majorité de laine qui ne sont que de la fingering, c'est mon cas par exemple, vous le verrez par la suite. Donc vous pouvez tout à fait envisager de dire je vais classer en fonction de, et vous faites un projet, vous tombez sur un patron qui vous plaît, et ben voilà, vous allez dans votre caisse de fingering chercher votre fingering, vous allez tout sortir, regarder vos couleurs, etc. En disant, ben voilà, ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Ça fonctionne très bien aussi pour les personnes qui sont les collectionneurs, ça fonctionne pour les éclectiques, pas pour les planificateurs, et peu pour les minimalistes, parce que les minimalistes, ils ont vraiment très peu de stock. Maintenant, ils peuvent tout à fait avoir un tout petit stock avec une petite boîte Decay, une petite boîte fingering, une petite boîte sport. Donc voilà un peu ce que peut faire un minimaliste. Alors on n'est plus du tout dans les quantités astronomiques de laine et donc dans les grosses boîtes, on peut envisager d'avoir des petites boîtes où on stocke notre quantité de laine. Mais par exemple si vous avez une quantité pull et vous êtes minimaliste et vous avez deux quantités pull, un quantité pull évidemment quand il s'agit de worsted ça prend plus de place que 3 écheveaux de fingering. Bon, voilà en gros comment vous pouvez et quels critères vous servir pour pouvoir classer votre stock de laine. Petite remarque, attention quand vous stockez votre laine, moi personnellement je trouve qu'il ne faut pas la mettre en cake parce que ça abîme la laine, ça peut provoquer de la torsion en plus sur la laine. Donc moi personnellement je stocke toujours ma laine en écheveau, jamais en cake, en écheveau, en plot, comme elle est conditionnée de base en fait, pour ne pas rajouter de la torsion à la laine, je trouve que ça l'abîme moins. Et puis si vous voulez la revendre, l'échanger, si elle n'est plus dans la condition dans laquelle vous l'avez achetée, c'est un problème, vous ne savez pas la revendre. Donc moi je laisse les laines comme je les ai achetées, je les stocke comme je les ai achetées. Je ne les stocke pas dans des sachets plastiques, mais vous pouvez tout à fait envisager de les stocker dans des sachets plastiques. Attention, je vous en parle à la suite, de où vous stockez, comment vous stockez et pourquoi il faut mieux, dans certaines conditions, éviter les sachets plastiques. Donc, personnellement, je trouve que le plus judicieux, c'est de laisser la laine dans l'état dans lequel vous l'avez reçue pour ne pas vous retrouver à abîmer votre laine de manière inutile. La laine, faites attention, surtout quand ce n'est pas du grand teint. Donc, ce sont des laines de teinturière, par exemple, vous ne stockez pas ça à la lumière. Et faites attention quand ce sont des teintures végétales, parce que la teinture végétale est sensible à la lumière, donc essayez de stocker ça dans un endroit où il n'y a pas trop de lumière. Pas pour autant que ce soit sombre, parce que quand c'est sombre, ça attire les mites. Dans un endroit sec, dans un endroit où il n'y a pas trop d'humidité, et un endroit facilement d'accès. Facile d'accès, parce que sinon vous allez vous retrouver où vous allez stocker votre laine et vous aurez la flemme pour pouvoir aller rechercher tel éplode perdu dans tel endroit, et c'est comme ça qu'on laisse traîner de la laine pendant des années, puis c'est mité et c'est bon acheter. Donc faites attention de la laine où vous allez la stocker, faites attention de ne pas mélanger, si possible, des laines qui n'ont pas été des laines lavées, des laines conditionnées avec de la fibre non lavée, des toisons. Parce que les toisons, ça a une odeur, ça a du soin, ça peut impacter votre laine. Faites attention aussi à certaines couleurs. Ça m'est arrivé de stocker de la laine avec de la laine très foncée, rouge. Alors, est-ce que c'était une erreur de teinture? Et c'était pas d'une teinturière, c'était un stock de laine industrielle. Et j'avais stocké ça avec de la laine blanche et je me suis retrouvée que le rouge avait déteint un peu sur ma laine blanche. Pourtant, je n'avais pas lavé, c'était pas humide, c'était sec, mais la laine était très légèrement rosée, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc faites attention quand vous mettez vos couleurs, de ségréguer les couleurs pour ne pas mettre du blanc à côté de rouge. On a des couleurs comme ça qui dégorgent quand même beaucoup plus. Donc moi j'essaye de ne pas mettre les couleurs trop fortes avec du blanc.
Bon, maintenant, je retourne mon stock très régulièrement, donc à un moment donné, mon blanc va se retrouver avec mon rouge, donc, mais je retourne mon stock 2 fois par semaine, hein. Donc ça n'a pas le temps de vraiment être, ça n'a pas le temps d'être vraiment problématique. Mais faites attention quand même, si vous avez de la laine fragile, de la non superwash surtout, et de la laine qui n'a pas été teinte, de voir surtout des couleurs qui déteignent beaucoup, avoir un peu peur de ce que ça peut donner. Il vaut mieux prévenir que guérir. Tous les rouges ne dégorgent pas, on n'a pas de problème nécessairement, mais vaut mieux prévenir que guérir. Là, j'en ai terminé pour la classification. Maintenant, je vous incite à me suivre parce qu'on va aller ranger mon stock. Enfin, j'ai déjà rangé mon stock, mais je vais vous montrer comment je stocke mon stock de fil à la maison, mon stock personnel à la maison. Je ne vais pas parler de mon stock professionnel. Voilà donc où je stocke mes laines. C'est dans mon salon. L'avantage des boîtes en plastique, c'est qu'elles s'empilent et donc je stocke mes laines là. Il en manque une ici parce qu'elle est descendue, je ne l'ai pas encore remontée. Donc voilà un peu ici, là. En la caisse rose, ce sont les laines qui vont servir bientôt. Là, ce sont des fibres. Et là, c'est mon stock de laine personnel. Mon stock de laine professionnel, lui, il est à l'étage parce que on n'est plus sur du 50 kg, mais quand même beaucoup plus. Et donc là, forcément, c'est pas stocké. Même si je stocke de la même manière mon stock professionnel, quand c'est en écheveau, c'est pas stocké ici, c'est juste pas possible. Donc là, vous avez mon stock personnel. Donc, je stocke ma laine dans mon salon. Là, je vous ai montré au-dessus d'une armoire, dans des caisses en plastique. Pendant très longtemps, j'ai chipoté pour pouvoir trouver le stockage qui m'intéressait. J'ai stocké ça dans des sacs sous vide, j'ai stocké ça dans des caisses, j'ai stocké ça dans des sacs, j'ai stocké ça dans des paniers. Et en fait, il s'avère que c'est le moins esthétique, c'est certain. J'aurais pu mettre ça dans une armoire Calax et faire comme dans un magasin de laine, parce que je pense que j'ai assez de laine pour faire comme dans un magasin de laine. Mais le problème, c'est que je ne suis pas un magasin de laine, et donc je ne vends pas, et je n'ai pas un turnover, je n'ai pas une rotation de matériel suffisante pour pouvoir faire un magasin de laine. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait le choix d'acheter ce genre de caisse. Et alors, ce genre de caisse, c'est du plastique dur, qui a un coût certain. Ça, c'est une Curvert. Elle a au moins 10 ans. Donc le plastique est un peu jauni, mais ça reste quand même très solide et ça ne casse pas. On sent bien qu'elle... Parce que le plastique, un des inconvénients du plastique, c'est qu'à partir d'un certain moment, ça finit par casser. Mais ici, on sent bien qu'elle a quelques coups, hein, mais on sent bien qu'elle n'est pas prête à casser. Celle-ci, elle doit avoir 2 ans ou 3 ans, je pense. Donc ces caisses-ci, celle-ci, c'est une Curvert, celle-là, c'est une Five. Alors ça doit avoir coûté entre la petite 20 €, la grande, 30 €, je pense. Donc, c'est un investissement, c'est certain. J'en ai 7 pour le stock personnel et j'en ai beaucoup plus pour mon stock pro parce que je stocke mon stock pro là-dedans aussi. Alors, pourquoi j'ai fait ce choix? J'ai fait ce choix il y a un petit temps parce qu'en fait, il s'avère que le plastique, c'est quand même plus léger qu'autre chose. C'est moins fourre-tout, si vous voulez. On peut mieux contenir le stock comme ça dans une boîte qui se ferme correctement. Donc, comme je stocke ça en hauteur, ça a l'avantage que c'est plus léger, même si là-dedans, il doit y avoir quelque chose comme 15 ou 17 kg de laine. Et donc, c'est plus facile à manipuler. Ensuite, c'est transparent. Comme c'est transparent, ça me permet de voir directement quelle caisse j'ai besoin. Ça m'évite de devoir sortir 15 caisses avant de dire « Ah ben c'est là ». Parce que je me souviens de là où je mets et je stocke mes laines. Je suis désolée pour les oiseaux, ça va être pénible. Je fais plein de prises, mais je pense que je n'arriverai jamais à filmer s'ils ne se taisent pas. Ils finiront bien par se taire à un moment donné. Mais si je sais dans quelle caisse je mets, je garde une trace en fait de où je mets quoi dans quelle caisse en fait. Je vais vous expliquer après mon système de stockage. Donc, c'est transparent, je vois ce qu'il y a dedans. Ensuite, comme c'est fermé, c'est vraiment bien fermé. En fait, vous avez un système de fermeture à 5 points ici. Comme c'est bien fermé, ça protège de la poussière. Déjà, donc vous n'avez pas de poussière sur vos laines. Vous avez peut-être de la poussière sur votre caisse, vous ne la descendez pas 50 fois comme moi. Vous n'avez pas de poussière. Ça protège des poils d'animaux, de chiens, de chats, de plumes. Parce que, mine de rien, mais voilà, alors ça c'est mon stock personnel, mais quand il s'agit de stock
pro. Moi, j'ai pas stocké ça là où j'ai mes animaux, j'ai stocké ça à l'étage parce que ben, forcément, il y a des gens qui sont allergiques. Donc, j'ai mis ça de côté pour que ce ne soit ni en contact avec mon chien, ni en contact avec mes oiseaux et que ce soit vraiment ségrégué du reste de la maison. Ça reste mon stock personnel. Donc, forcément, ben, voilà quoi. Mais ça n'empêche que c'est quand même pas poussiéreux et c'est quand même pas en contact avec les animaux. Je ne sors vraiment que ce que j'ai besoin quand j'en ai besoin. Donc, et à ce moment-là, je mets en cône et je travaille directement la laine. Donc ça reste tout le temps en caisse. Donc pas de contact avec les poils d'animaux, pas de contact avec les plumes, pas de poussière. Et puis ce genre de caisse en fait, surtout celle-ci, j'ai pas trouvé l'équivalent pour la grande caisse. En fait ce genre de caisse, si ça veut bien s'ouvrir, c'est pas simple. C'est de l'autre côté. Oui, bon, c'est de l'autre côté, forcément, ça ne peut pas aller. Vous avez un système d'aération, donc c'est fermé, hein. Donc ça respire. On peut se dire, oui, mais les mites vont rentrer là-dedans, mais non, en fait, parce que ça se ferme. Ce genre de caisses-ci sont conçues spécialement pour les vêtements, et donc ça respire. Parce qu'un des inconvénients du plastique, et notamment des petits sacs genre Ziploc, c'est que vous avez la condensation qui s'y met. Si condensation il y a, risque de moisissure il y a. Donc ce genre de caisse, j'ai jamais eu de problème de condensation dans ce genre de caisse. Ça fait des années que je fonctionne comme ça. Et mes laines restent sèches. Par contre, je vous ai montré juste avant que j'ai un coffre en bois dans lequel je stocke mes restes. Et bien ça, par contre, on sent plus l'humidité. Alors l'endroit où mes laines sont stockées sont un endroit où il y a moins d'humidité que par ailleurs. J'ai une maison qui est quand même relativement humide. En plus, pour le moment, avec la crise énergétique, on ne chauffe pas énormément. Et donc, j'essaie de les mettre quand même à l'endroit le moins humide, donc là où je vous ai montré. Mais mon stock de laine, de reste, lui, par contre, il est dans un endroit un peu plus humide et on sent la différence. Alors, c'est pas très flagrant, mais quand on manipule de la laine au quotidien, on se rend compte que, eh bien, c'est un peu plus humide, forcément. Je vous l'ai dit hein, dans plusieurs vidéos, la laine, en fait, elle a une capacité à absorber la humidité. Et donc, forcément, dans des caisses en plastique, si votre laine absorbe l'humidité, à un moment donné, elle va la rejeter et ça va perler et ça va moisir. Donc, voilà pourquoi je stocke en plastique. Et en plus, pas de poussière et ça protège aussi des mites. Alors, je vous l'ai dit dans une vidéo sur les mites que je vous mets ici, ou là, je sais jamais où le i se met. Cette caisse, les mites, en fait, elles vont pas rentrer dans ce genre de choses. Ça sert à rien de mettre de la lavande, ça sert à rien de mettre plein de choses comme ça. Ça n'a pas de sens. Les mites, en fait, on lutte contre les mites. Comment? C'est en manipulant régulièrement sa laine, en évitant les endroits où on oublie de la laine. Quand j'ai eu des mites, parce que c'est arrivé que j'ai eu des mites il y a un petit temps, en fait c'était un endroit où j'avais des restes où je n'ouvrais jamais et donc ça, elles ont proliféré. Elles n'aiment pas qu'on les dérange. Donc ce genre de caisse, en fait, comme je manipule très régulièrement, eh bien il y a très peu de risques qu'elles arrivent dedans parce que forcément, je manipule ça très régulièrement. J'ai de la laine non superwash et de la laine superwash là-dedans. Elles aiment mieux la laine superwash, non superwash que de la laine superwash. J'ai expliqué pourquoi dans cette vidéo-là. Mais dans ce genre de caisse-là, elles ne savent pas venir. C'est impossible. En plus, je vous dis, moi, j'y vais régulièrement dans ces caisses-là. Elles ne peuvent pas venir dedans. Donc, vous n'avez pas de risque d'infestation de poissons d'argent, de mites ou ce genre de choses. Ou d'entraîne, par exemple, dans ce genre de caisse, parce qu'elles sont bien fermées, bien occultées. Et si vous n'êtes pas sécure, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre quelque chose de plus pour pouvoir éviter que les mites n'entrent dedans en plus. Mais moi, je vous déconseille quand même d'emballer ça en plus dans un sac plastique en plus à cause de l'humidité. Je pense que l'humidité est plus dangereuse que les mites si vous n'avez dans des caisses en plastique de ce style que si vous n'utilisiez que si vous mettez... Enfin, vous risquez plus de problèmes d'humidité en emballant en plus dans un plastique en plus que... des problèmes de mites. Voilà, ça fait des années qu'on a de la laine à la maison. Et honnêtement, j'ai eu des mites, comme plein de gens. Hein. Mais ça fait un petit temps que je scrute et je suis très régulière et très comment dire, très régulière et très systématique dans ma façon d'inspecter mes laines pour éviter quoi que ce soit. Et objectivement, j'ai plus jamais eu de mite. Depuis, ça fait au moins 10 ans que je n'ai plus de mite à la maison. Donc voilà. Donc voilà pour le contenant en particulier. Alors... comment est-ce que je stocke ma laine? Je vous ai parlé du contenant. Maintenant, je vais parler du contenu. Comment est-ce que j'ouvre la boîte au trésor? Comment est-ce que je classifie ma laine?
Alors, je vous ouvre les 3 caisses qui sont ici parce que j'ai justement trois façons de stocker différemment, vous allez le voir. Je suis style éclectique, c'est-à-dire que j'ai des laines collector, j'ai des laines qui sont moins chères, voilà, on ne peut pas dire que je suis une maximaliste parce que je pense qu'il y a pire que moi. Je ne suis pas un écureuil, il y a pire que moi de toute façon, mais j'ai quand même beaucoup de laine. Allez, j'ai quand même un côté écureuil, on va le reconnaître. Mais j'ai 3 façons de faire. C'est-à-dire que ici, par exemple, dans cette grande caisse-ci, j'ai majoritairement de la fingering. Pourquoi? Parce que j'ai 2 caisses de fingering, parce que c'est la laine, l'épaisseur que j'utilise le plus. Donc, je classe par épaisseur. Donc fingering, j'ai une autre caisse d'autres fingering qui est moins des laines de teinturière. Ici, c'est majoritairement des laines de teinturière. J'ai une caisse avec de la Dickie et de la worsted parce que j'utilise relativement peu de laine comme ça. Et puis, j'ai une petite caisse de laine que j'ai achetée récemment. Et puis, j'ai une caisse de plus, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, d'abord, je classe par épaisseur. Alors, je vous montrerai ici, par exemple, je vous montre, et voilà, j'ai par exemple ceci, tant qu'à faire, pour vous montrer au stock, j'ai de la Felicipunto, qui est un mélange de mérinos et de soie, j'ai de la Vulcan Yarn ici, qui est un mélange de alpaga, lin et soie, voilà, celle-ci. J'ai aussi la même pour aller celle-ci, ça c'est pour faire un top, cette laine-ci. Alpaga, lin et soie, donc ces deux-là. J'ai par exemple de la Ars Natura Yarn, qui est un mérinos non superwash, qu'elle m'avait offert quand on est allé à Nice. J'ai de la By Night Création, celle-ci, je pense que c'est de l'Orion, je pense, ou c'est de la Sirius. C'est de la Sirius, donc mélange de Blueface Leicester et de Gotland. J'ai du mohair, donc j'y mets vraiment dentelle et fingering, parce que je n'ai pas énormément de mohair. Moi, c'est pas une qualité que j'utilise beaucoup. Donc, de la Lilou, ça c'est un collector. Et puis, vous avez ici, celle-ci par exemple, c'est de la Shibui. Alors, Shibui n'existe plus. Mais ça, c'est une laine qui a pas mal de temps, parce qu'en fait, c'est ma belle-sœur qui, quand elle a fait son postdoc, elle a été aux États-Unis, elle a fait un postdoc à Berkeley, et elle a fait un road trip avec son copain de l'époque, et elle m'a rapporté de la laine de chez Monarch Knitting, donc c'est, je pense, en Californie, Monarch Knitting, et elle m'avait rapporté ceci aussi, c'est a verb for keeping warm, voilà. Ceci, c'est de la laine teinte main, c'est une boutique qui est très très connue à San Francisco. Elle m'avait rapporté, puis j'ai celle-ci par exemple, voilà, je vous fais un petit tour des laines que je stocke. C'est de la Célène, donc ceci majoritairement c'est de la fingering, ça c'est une laine que moi j'ai filée à l'époque. Alors elle est un peu plus gonflante parce que c'est une filet main, j'en ai 4-5 écheveaux je pense de celle-ci pour pouvoir faire quelque chose. Et je ne sais plus vous dire ce que c'était. Je l'ai noté dans Ravelry. L'avantage, c'est que moi, je vous l'ai montré dans la vidéo il y a 2 semaines, c'est que j'ai tout stocké dans Ravelry. Donc, je sais dans quelle caisse ça se trouve. Je sais ce que j'ai besoin sans devoir ouvrir mes caisses nécessairement. Donc ça, c'est la caisse par poids. Donc je stocke par poids, mais je stocke aussi par projet. Donc, j'ai une caisse qui est la caisse rose que vous avez vue au début, qui est la caisse dans laquelle je stocke toutes les fibres, fils, dont j'aurai besoin dans les 4-5 mois qui vont venir, qui sont en général les collaborations, qui ne sont pas ma laine. J'y stocke la laine dedans pour pouvoir avoir accès facilement à cette laine-là. Donc ça, c'est les projets, et c'est ma boîte rotation rapide, on va dire. Il y a cette caisse-là, et puis il y a celle-ci. En fait, cette caisse-ci, alors, je vais vous montrer des écheveaux après, on n'a pas beaucoup de luminosité. Cette caisse-ci, c'est la caisse fil à chaussettes, et que fil à chaussettes. C'est de la fingering, majoritairement, mais c'est que de la laine à fil à chaussettes. Je vous l'ai dit, hein, j'ai 4 kilos, ben vous le constatez, voilà. Alors, j'ai par exemple celle-ci, et celle-ci, qui sont de l'atelier teinture. Alors celle-ci, c'est de la métisse, 85% mérineuse, 15% nylon. J'ai avec de la laine de chez... Elle n'est pas étiquetée parce que c'est un écheveau que la teinturière sur la rive côté sud, ou côté droite, je ne sais plus, avait teint parce que j'avais vu sa couleur, elle ne l'avait plus, je lui avais demandé un mini, elle me l'a teint par la suite parce que je voulais faire une paire de chaussettes
que je vous montre ici, de Stone Knits, qui est une paire de chaussettes à propos du café. Je ne sais plus le nom du patron, mais ça se trouve dans le livre qui a été traduit en français. Je l'ai vu en français. Je vous montre le livre ici, parce que de mémoire, je ne me souviens plus du titre. Et je voulais faire cette paire de chaussettes-là. Je ne l'ai toujours pas encore commencé. Ça va faire 1 an, parce que j'ai acheté ça en Alsace. Donc, c'était en avril. Donc on y est bientôt, ça va bientôt faire 1 an. Je voulais faire une paire de chaussettes. Cette paire de chaussettes-là, il me manque juste un petit peu de bleu pour pouvoir donner une pointe de couleur. Donc il y a ceci par exemple. Vous avez ceci qui est de la laine qui est de Yarn Badger. C'est de la laine que j'ai acheté à Yarn Day l'année dernière. J'ai du mal à la mettre sur mes aiguilles parce que c'est la date du décès de maman. Donc je la manipule régulièrement, mais j'ai pas encore trouvé le courage de la mettre sur mes aiguilles. Une chose à la fois. Hein. Donc, vous avez 2 mini, un pour chaque chaussette, et puis un mini pour faire une pointe et le talon et les côtes. Voilà, c'est de la laine à chaussettes. Et c'est de l'autorayant. En fait, Yarn Badger, elle est surtout connue pour ses autorayants. Vous avez, par exemple, ceci. C'est une couleur qui m'avait tapé dans l'œil au fil de la manche. C'est Apmetsga, c'est une lituanienne, je pense, ou lettonne, je ne sais plus. Je ne saurais plus vous dire, qui était venue. Elle a de très 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 chouettes couleurs. Et cette couleur-ci m'avait vraiment tapé dans l'œil. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, tricoter. Mais je n'ai pas que de la laine de teinturière. J'ai aussi ceci, par exemple. J'ai beaucoup de signatures. J'adore la signature. C'est un de mes fils préférés pour les chaussettes. C'est pas très cher. De 1, on est dans les 8 €, ça dépend un peu de la collection. L'avantage de la signature, c'est que c'est du Blueface Leicester. Le Blueface Leicester a plus de résistance que le Mérinos, parce que le Blueface Leicester, c'est une fibre longue, donc ça résiste mieux à l'usure. Alors, il y a du nylon dans celle-ci, pour renforcer l'effet Blueface Leicester. Mais voilà, ça c'est la collection Noël de 2021, je crois, il me semble. J'en ai encore deux plots, il y en avait 5 ou 6. Il m'en reste 2, je crois, 2 ou 3. Donc j'ai ceci, et puis j'ai celle-ci. Ça, c'est une laine que j'aime beaucoup, 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 dans le nom Superwash. C'est de la Mondim de Retropomar. Non, c'est Rosario Retropomar, je pense. C'est une laine portugaise. Non, c'est Retrosaria Rosa Pomar. J'y arriverai. C'est une laine portugaise. Alors, elle est sèche. Non superwash, mais je trouve que le rendu en chaussettes est génial. J'ai déjà tricoté 2 paires de chaussettes avec ce genre de fil. Je l'ai acheté celle-ci chez Sip Knit. Ils ont pas mal de coloris et je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ça, c'est vraiment une laine à essayer quand on veut tester du non superwash. C'est vraiment cette laine-ci. Elle est de l'ordre de 11 €. Ça dépend un peu des boutiques, hein, entre 10,95 € et 11,95 €. Et il y a 100 grammes, donc vous pouvez faire facilement 2 paires de chaussettes ou une paire de chaussettes et une paire de sockets dans ce genre de fil. Et puis, vous avez ceci, par exemple, que mon mari m'a offert. Voilà, c'est de la Shop & Wall, Zower Ball, celle-ci. Voilà, c'est plein de petites boulettes. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous montrer? Ceci aussi, c'est de la Shop & Wall. Voilà. Donc ça, c'est ma caisse à projet. Chaussettes, que chaussettes. Et rien d'autre que des chaussettes, ça ne sera jamais transformé en châle ou quoi que ce soit. Je n'irai pas piocher là-dedans pour faire autre chose que des chaussettes. Et puis, vous avez celle-ci. Ça, c'est la caisse coton. Alors, j'espère que Rosie va se taire pour terminer cette vidéo. Donc, ça, c'est la caisse coton. C'est la caisse, donc, qualité fibre. Je vous ai retrouvé ce genre de fil, de la néon. Alors ça, c'est pas du coton, mais c'est de la laine vierge et du polyester. Mais ça, c'est le genre de fil que dans lesquels mes enfants peuvent venir se servir. Je m'en suis servi pour faire les petites citrouilles, celle-ci. Donc la néon. Vous avez ici de la Bergen, dont je ne sais pas quoi faire. Mais surtout, bon, donc je vous ai dit, c'est des cotons. Cette caisse-ci, c'est une caisse à usage familial. C'est-à-dire que mon fils, crochant beaucoup, il peut venir se servir sans me demander nécessairement ce que j'ai en stock. Il y a juste quelques coloris quand il va dedans. Il y a des choses, je préfère qu'il n'y touche pas, mais il est au courant. Donc ça, c'est vraiment les cotons. Je classe par fibre là. Je ne sais pas ce qu'elle fait là, celle-là, parce que ça, c'est pas un coton. Donc, vous avez, par exemple, là, ici, je vous en avais parlé, je vous les avais montrés, c'est de la fibre de banane. Je ne sais pas ce que je vais en faire. Ce sera probablement un petit accessoire ou un petit truc pour la maison. Vous avez ceci, de la Srepio Sky.
qui est un coton en fait. Ça ressemble à une fingering en mérinos, mais c'est du coton. J'en ai encore un comme ceci. J'en avais acheté 4, c'était par set de 4 quand ils les ont sortis. Donc ça, c'est la Scapious Light. La Skylight, elle existe aussi en Decay. Puis vous avez de la Hobby Rainbow, ici, en différentes épaisseurs, soit en sport, soit ici en dessous, Là, ça... Alors, j'ai acheté des multicolores, si vous voulez. Ça, c'est de la fingering. Vous avez de la Stonewash ici, en version des restes de Stonewash. Vous avez ici de chez Go Handmade du tencel et bambou. Donc voilà, ça c'est vraiment ma caisse coton. Donc vous voyez, j'ai 3 façons de faire pour stocker. J'ai un par fibre, par qualité de fibre, et ce n'est valable que pour le coton parce que le reste, je ne m'amuse pas à... J'ai un stock trop éclectique pour m'amuser à dire je vais te classer par mérinos, par alpaga, par cachemire ou ce genre de choses. C'est vraiment un stock beaucoup trop éclectique pour ça. Donc, je n'ai vraiment ségrégé que coton et le reste. J'ai par épaisseur et j'ai par projet. Et voilà, c'est terminé. Je vous ai montré comment j'ai stocké mon stock. Dites-moi en commentaire comment vous faites pour pouvoir stocker votre laine. Quelle personnalité vous avez d'accumulateur de laine, on va dire. Moi, sans surprise, je suis éclectique. Je stocke de manière différente. J'ai des fibres de très belle qualité, j'ai des fibres de moins belle qualité, j'ai des fils de teinturière, j'ai des fils industriels, je ne suis pas encore basculée dans le... Je suis ensablée presque quand même, hein. On n'est pas loin quand même. Mais j'ai quand même un stock conséquent. Je ne sais pas si je suis vraiment maximaliste. Voilà. J'ai des fils où j'ai des projets de collab, j'ai des fils avec lesquels j'ai des projets personnels, j'ai des fils où je stocke par projet, par exemple les chaussettes. J'ai une boîte de rien que de fil à chaussettes, ça me permet de voir un peu ce que j'ai comme fil à chaussettes. J'ai une boîte où il n'y a que les cotons, parce qu'ainsi ça permet à mon fils de se piocher dedans pour pouvoir aller chercher, pour pouvoir crocheter. Et puis j'ai 2 boîtes de fingering, j'ai une boîte de worsted et Decay et autres. Et puis j'ai ma boîte collab pour pouvoir y stocker les laines des projets en cours qui vont arriver dans l'année. Alors ça, c'est des boîtes qui bougent beaucoup. Voilà, vous avez une idée ainsi de comment je stocke ma laine. N'hésitez pas à partager si vous avez envie de partager. Vous voyez, moi, je ne mets pas ma laine au vu de tout le monde. J'ai pas envie. Enfin voilà, j'ai pas envie nécessairement que ce soit... Enfin, c'est dans mon salon, donc j'ai pas envie que ce soit nécessairement notre vision du salon. Il y a plutôt des livres que de la laine, même si c'est très joli la laine. Et puis j'ai pas, comme je suis très éclectique dans les couleurs, ça n'aurait pas de sens, ça ferait très, très fouillis tout de suite. Donc voilà, vous avez une petite idée de comment je stocke ma laine. Je suis éclectique, un peu maximaliste et un peu collectionneuse sur les bords, très peu planificatrice, surtout de mon côté perso. Donc mon côté pro, je suis planificatrice, très fort d'ailleurs, mais côté perso, je suis plutôt un peu bordélique sur les bords. Donc voilà pour cette vidéo sur mon stock de laine. Dites-moi en commentaire, je l'ai déjà dit je crois, dites-moi en commentaire comment vous stockez votre laine et vous avez peut-être des suggestions en plus de ce que j'ai raconté. On se retrouve samedi, cette semaine, chez Céline de Sur un fil à Orsay et on se retrouve samedi prochain pour la prochaine vidéo.